Podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'affaire Orlandi, un film radiophonique de Pierre Rolland d'après le roman de Charles Esquier, avec Pierre Trabeau, Dominique Page, Henri Wilbert, Nicole Verville, Philippe Dumas, Jean-Pierre Lituac, Jean-Jacques Stine et Raymond Pélissier. Chronique de Germaine Beaumont. Bruitage, Henri Saint-Georges. Prise de son, Jean Deloron. Collaboration technique, Hubert Bailly. Assistante de production, Odette Jaudry. Réalisation, Pierre Billard. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est, monsieur? C'est moi. Vous désirez? Lucille, tu ne m'en connais pas? Non? Et comme ça, sans les lunettes noires. Oh, Paul! Non, tais-toi. Fais-moi entrer vite. Entre. Mais t'as rasé ta barbe? C'est un événement. Oui, c'était la première chose à faire. Tu as fermé la porte à clé, oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis poursuivi, traqué, sur le point d'être arrêté. Qu'est-ce que tu as fait? Enfin, ce qui me rassure, c'est que tu ne m'es pas reconnu tout de suite. Oh, tu es méconnaissable, je t'assure. Mais explique-toi, voyons. Cette nuit, j'ai tué. Quoi? Mais qui? Tamara. Oh, j'avais toujours pensé que ça finirait mal. Oh, mais à ce point-là, comment es-tu arrivé à faire une chose pareille? Je ne sais pas, j'ai perdu la tête. Il m'exaspérait. Elle aguichait les hommes pour me rendre jaloux, et se brouillait pour des riens, accepter les réconciliations avec des airs de sincérité, puis elle recommençait à mentir et riait de ses mensonges. Elle m'en a fait voir, tu sais. Mon pauvre Paul. C'était pas une raison pour la tuer. Comment as-tu été capable de faire une chose pareille? Écoute, Lucille, écoute. Je vais te dire tout ce que je sais. Figure-toi qu'il y a quelques jours, elle avait refusé de passer la soirée avec moi, prétextant un dîner avec sa cousine, Yvonne Muret. Oui. Une jeune veuve très riche. Elle se voyait très souvent. C'est du moins Tamara qui l'affirmait. Elle n'a peut-être jamais existé que dans son imagination. En tout cas, moi, je l'ai jamais vue. Donc ce soir-là, me résignant à dîner seul, je suis rentré dans un petit restaurant de Saint-Germain-des-Prés, où on allait quelquefois ensemble. Et qui j'aperçois dans le fond de la salle? Tamara, en tête-à-tête avec une sorte de bonhomme trapu, le cheveu noir corbeau. Alors naturellement, j'ai filé sur la pointe des pieds avant qu'elle m'ait vu. Et naturellement, le lendemain, tu as posé des questions. Oui. Puis elle s'est moquée de moi. Je suis parti en claquant les portes. Belle occasion d'en finir. Oui, mais c'est elle hier qui m'a appelé au téléphone. Tu devais être ravi. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas une brute. Puis Tamara n'était pas une jeune fille et elle avait connu d'autres hommes avant moi. Elle avait été mariée. Elle vivait séparée de son mari. Bon, les femmes ont quelquefois des excuses. Il y a des hommes qui sont si mûches, tu sais. Et d'autres qui sont si naïfs. Ah, mon pauvre Paul. Oui. Bon, alors hier, elle téléphone? Oui, alors on décide d'aller au théâtre le soir. Ensuite, on souperait quelque part à Montmartre. Alors au début, tout s'est bien passé. Et c'est quand nous avons été dans cette boîte de nuit que ça s'est gâté.
Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour me mettre en colère. Elle me narguait en lançant des œillades à droite, à gauche. Elle me lâchait pour aller danser avec un Apollon exotique. Toujours le même. Qu'elle semblait fort bien connaître en plus. Tu n'étais pas content? Tu le lui as dit, elle s'est rebiffée. On avait vidé plusieurs bouteilles de champagne. Puis du reste, j'en avais jamais bu d'aussi mauvais. J'étais saoul, enfin j'étais ivre à tomber. Il faut croire qu'elle m'a ramené chez elle, puisque ce matin, je me suis réveillé dans son lit. Ainsi, pendant plusieurs heures, tu as complètement perdu le contrôle de toi-même. Complètement, oui. Le trou noir, le vide absolu, un sommeil de plomb. Quand je me suis réveillé, j'ai vu Tamara allongée à côté de moi. J'ai cru qu'elle dormait, moi. J'ai tâté sa main. Elle était glacée. J'ai donné de la lumière, j'ai compris qu'elle était morte. Je l'ai examinée. Un trou minuscule dans la tempe droite. Il y avait un peu de sang. Une partie du visage était noircie par la déflagration de la poudre. J'avais la tête lourde, mais la lucidité revenait. Alors ma première idée fut que quelqu'un était entré dans la chambre pendant que nous dormions et l'avait tué sans que je m'en aperçoive. Alors je me suis levé, j'ai couru à travers l'appartement. La porte d'entrée était fermée à double tour, serrure et verrou de sûreté. Et puis la fenêtre n'était pas ouverte, aucune. Du reste, c'était au 5e étage alors. Alors donc cet éclat assassin était caché quelque part. Alors j'ai cherché partout. Il n'y avait personne, alors je suis revenu dans la chambre. Et puis alors soudain, à 2 pas du lit, j'ai vu briller quelque chose sur le tapis. Un revolver. Alors je l'ai regardé, il manquait une balle dans le chargeur. Mais rien ne prouve que ce soit toi qui l'aies tuée. Elle s'est suicidée, voilà tout. Pourquoi? Elle n'avait aucune raison, elle adorait la vie. Et puis c'est matériellement impossible, quoi. Une balle dans la tempe quand le canon est appliqué au bon endroit et que la main ne tremble pas, c'est la mort foudroyante, hein? Alors comment aurait-elle pu ensuite jeter l'arme sur le tapis, du côté où j'étais couché, moi? Mais tu le connaissais, ce revolver? T'as un revolver, toi? Mais non, j'en ai jamais eu. Qu'est-ce que t'en as fait? Ben, je l'ai emporté avec moi, puis je l'ai jeté dans un égout. La réflexion faite, je pense qu'il devait lui appartenir. Oh, je me souviens de rien, mais je suppose qu'une fois rentrée, elle a recommencé ses provocations. Elle a dû me braver, me mettre au défi. Alors, je sais pas, quoi, j'ai dû être à bout. L'arme était à portée de ma main. Ou bien, je sais pas, moi, je lui ai arraché, j'ai tiré. Oh, encore une fois, ça n'est pas dans ma mémoire, tu comprends, c'est de l'imagination. Et pourtant, je suis certain que les choses se sont passées comme ça. Il n'y a pas d'autre explication possible, alors. Quand tu as quitté l'immeuble, tu n'as rencontré personne? Mais personne. Le concierge n'était pas dans sa loge, la rue était déserte. Marc, ça n'arrange rien, ça. Tu penses bien que la police aura tout fait de me repérer. Enfin, de toute façon, maintenant, pour moi, hein, c'est fini. Je suis un pauvre type, qu'est-ce que je vais faire? Oh, je t'en prie, Paul, c'est pas le moment de pleurnicher. Oh, je sais, tu as raison. Mais toi, tu es plus forte que moi. Ah ben, heureusement. Je savais bien que tu me comprendrais. C'est tout de suite chez toi que je me suis réfugié. Tu es mieux qu'une amie, tu es une sœur pour moi. Parce que quand j'ai sonné à ta porte, j'ai eu brusquement une terreur folle. Je me suis dit, si Lucie n'est pas là, si elle n'est pas là, eh ben, je sais plus qui allait me jeter dans la Seine. Oh, ça aurait été intelligent. Tu m'avais dit que tu devais partir en tournée, alors comme tout s'embrouillait dans ma tête, moi, je me demandais si tu n'étais pas déjà parti. Nous partons ce soir. Oh, Lucie, je t'ai trouvé, tu sais. Bon, moi... On a sonné, c'est la police. Mais non, c'est le téléphone. On n'arrête pas les gens par téléphone. Allô? Eh oui, c'est moi. Ah, c'est Régis. Comment vas-tu? Quoi? Mais c'est une catastrophe. Alors on ne part plus? Et tu n'as trouvé personne? Oh là là. C'est terrible ce qui nous arrive. À 11h, c'est entendu. À tout à l'heure, Régis. Oh bon, on peut dire qu'un malheur n'arrive jamais seul. Oui, tu parlais d'une catastrophe. Ah, tu parles. La tournée est dans le lac. Comment? Guy Tourteau vient de se casser la jambe.
Guy Tourteau? Oui, un petit rôle. Ben, on doit pouvoir lui trouver un remplaçant, sûrement. Oh, il est irremplaçable. Comment ça? À la fin du 2e acte, il joue une valse de Chopin sur le piano. Ben, c'est pas la mer à boire, ça. Pour un musicien, sans doute, mais va donc dénicher dans les 24 heures un comédien de cet emploi qui sache jouer du piano. Oh, quel malheur. Nous devions faire les grandes villes du Nord, la Belgique, la Hollande, les salles retenues, la publicité commandée. Oh, c'est bien ça, mais c'est la ruine. Oh, mais que je suis sotte. Quoi? Oh, mais nous avons beaucoup de chance, au contraire. Je comprends pas comment... Écoute, tu prends la place de Guy Tourteau. Moi? Écoute, c'est la seule façon de t'en tirer. Quand nous serons en Hollande, tu pourras filer en Angleterre. Non, tu parles couramment l'anglais, bah tu te débrouilleras. Mais que je ne suis pas comédien, moi, il faut apprendre un rôle. Mais presque rien. Ouais, tu vas pour entrer par la porte du fond, je suis en scène, tu te découvres et tu me dis oh, excusez-moi, mademoiselle. Bon. Au 2, tu joues ta marche de Chopin, tu te retournes, tu me vois qui vient d'entrer dans la pièce, tu te lèves et tu me dis oh, mademoiselle, excusez-moi. Bon. Il n'y a pas de quoi avoir le trac, et même si tu l'as, ça en sera que mieux, car il s'agit d'un jeune homme très timide. Ben oui, c'est très joli tout ça, mais enfin, pour passer les frontières, il faut un passeport. Bah, tu prendras celui de Guy Tourteau. Vous êtes de la même taille. Tu sais comment est rédigé le signalement d'un Français moyen. Front moyen, nez moyen, œil moyen. Oui, mais enfin, les cheveux... Il est brun, comme toi. Oh, plus j'y pense, plus je suis certaine que ça ira. C'est toujours le régisseur qui se charge des formalités. Il présente les passeports en bloc et les employés avec nous ne sont pas embêtants. Oui, mais le directeur de la tournée... J'en fais mon affaire, mon petit vieux. Ce soir, tu seras dans le train pour Bruxelles, je te le promets. Oh, mon Dieu. Oh, mais je deviens fou. Allons, mon petit vieux, ne fais pas une tête pareille. Tout s'est bien passé jusqu'à présent. Ah oui, tu peux le dire. Tout s'est bien passé. Allons, Paul. Tu veux pas que nous sortions dans le couloir fumer une cigarette, non? Si tu veux. Pardon, madame. Pardon, monsieur. Chaque fois que j'essaie de m'assoupir, c'est la même chose, la même vision. Tamara est tendue sur son lit. Elle n'a pas retiré ses bijoux. Au poignet, son bracelet d'or en forme de serpent. Au doigt, ses bagues anciennes qu'elle aimait tant. Mon Dieu. Et sa chemise laisse voir ce petit grain de beauté qu'elle avait sur l'épaule. Ses yeux restent fermés, mais ses lèvres faiblement s'agitent. Assassin. C'est épouvantable. C'est pas en te le répétant sans arrêt que tu y changeras quelque chose. Mais je l'ai tué, voyons. Quand veux-tu que je pense à autre chose? Il le faut pourtant, Paul. Alors reprends-toi. Tu devrais être plus tranquille maintenant que nous avons laissé la frontière derrière nous. Tu as bien vu que tout s'est passé comme je te l'avais dit. Tu es sauvé, mon petit vieux. Dans 20 minutes, nous serons à Bruxelles. Et comme tu n'y connais personne... Pardon, monsieur. Je peux vous demander du feu, s'il vous plaît? Je t'en prie. Merci. Merci. J'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part. Hein? Je sais pas, là, je me présente. Hippolyte Barcassel. Barcassel? Barcassel, oui. Sinon... Mais vous-même, n'êtes-vous pas Guy Tourteau, le comédien? Si. Ah, bah, c'est une chance de vous voir au grand jour. Vous ne sortez pas souvent de votre hôtel. Ah non, c'est un métier très fatigant. Alors je passe mes journées à dormir, évidemment. Toujours les lunettes noires? Ah ben j'ai eu un petit accident aux yeux. Les feux de la rampe? Non, le cinéma. Et alors, vous êtes de passage à Bruxelles, vous aussi, comme ça? Oui, j'ai beaucoup de clients à Bruxelles. Vous êtes représentant de commerce? Oui, articles de sport. Ah bon? De voyage, parapluie, imperméable. Ah bon? Des imperméables, ça m'intéresserait parce que j'ai oublié le mien à Paris, justement. Oui, ben, forcément. Ben, ces départs sont toujours un peu précipités.
Bon, ben pour l'imperméable, comptez sur moi, au prix de gros, bien entendu. Bah, je vous remercie, vous êtes très aimable. Donc, voulez-vous me permettre de vous offrir un verre? Bah, écoutez, Bah, alors quoi, vous avez bien 5 minutes. Bah, 5 minutes, Alors, mais- pas d'histoire, allez, entrons dans cette brasserie. Ah, bonjour messieurs, c'est messieurs Désir. Je sais pas, parce que... Prenez-moi une gueuse lambique. Ah, Gus, très Et vous? bien. Eh bien, moi aussi. Ben, 2 Gus, messieurs, je vous sers Voilà. de suite, messieurs. Vous voulez pas un pistolet? Pardon? Un pistolet? Non, mais soyez pas émotionnés, quoi. Un pistolet, vous savez pas ce que c'est qu'un pistolet? Non, je ne sais pas. À Bruxelles, un pistolet, c'est un petit pain, quoi. Alors, sinon, si vous aviez faim, je vous dis... Non, c'est une boutade. Non, Un non, je pistolet, ça impressionne toujours, le... Voilà, du 2 pistolet. Gus, voilà messieurs, bien fraîches. Merci. Savez-vous, Voilà. Eh bien, Guy Tourteau, je suis heureux et fier de choquer mon verre contre le vôtre. À votre santé, monsieur Barcassel. Alors, s'il vous plaît, plus de monsieur entre nous, hein. Vous êtes un véritable artiste, cher Guy Tourteau. Oh, Mais si. Depuis le premier soir, je n'ai pas manqué une seule représentation. Et je puis vous certifier que vous êtes en très grand progrès. Vraiment? J'ai un si petit rôle dans la pièce, quoi. Ah, vous avez plus d'assurance, plus de naturel. Ce que vous me dites est très flatteur, mais je ne peux pas croire que vous venez tous les soirs seulement pour suivre mes progrès, non? Vous êtes malin, vous. Non, c'est vrai. Il y a autre chose. Hein? C'est un secret. Je n'insisterai pas. Alors, mais je vous crois homme d'honneur, je vais vous le confier. Si vous voulez, vous pouvez compter sur ma discrétion, je vous écoute. Je suis à la poursuite de quelqu'un. Ah oui? Oui. Oh, je crois qu'il vaut mieux y aller carrément. Oui, c'est préférable, en effet. Abattons les cartes. Abattons. Alors, où voulez-vous en venir? Mais qu'est-ce que vous avez Mais vous êtes tout pâle. Vous n'êtes pas souffrant, au moins. Non, ce n'est rien, c'est la bière trop fraîche, sans doute. Non, je vous écoute. Je voudrais vous poser une question. Eh bien, posez, je vous écoute. Vous connaissez bien mademoiselle Lucille Desormes? Bah, évidemment, puisque nous travaillons ensemble, Vous alors. savez, les premiers jours, j'étais inquiet. Vous sembliez au mieux avec elle. Je croyais qu'elle était votre amie. Ah non. Non, rassurez-vous, c'est une excellente camarade, rien de plus. Oui, une amie d'enfance, peut-être. Non, pas tout à fait, non. Enfin, je la connais depuis très longtemps. Ouais, c'est une créature délicieuse, si blonde, si douce, si... Enfin, c'est la femme de mes rêves, quoi. Dès que je l'ai vue... Le coup de foudre, quoi. L'amour. Oui, une fichue maladie. Elle a l'air sérieux. Hein? Elle n'est pas mariée, au moins. Ah non. Lui connaissiez-vous des amants? Je la crois libre comme l'air. Ah, cher Guy Tourteau, quel bonheur! Maintenant que vous avez retrouvé vos belles couleurs, vous reprendrez bien un demi? Une gueuse lambique. Les émotions donnent soif, garçon! Voilà, monsieur. La même chose. Ah, la même oui. chose. Très bien, monsieur 2 Gus, oui. Allez, nous allons boire à vos futurs succès. Les Bruxellois, ce soir, vont vous faire un triomphe. Quatre rappels? C'est un véritable succès. Ah, tu sais, Paul, c'est toi surtout que j'applaudisse. Tu crois? Ce soir, tu as eu un coup de génie. Quand tu t'es levé du piano en regardant fixement devant toi comme saisi d'épouvante, la salle était haletante. Si tu savais. Qu'est-ce que t'as tremblé? Il rallume la salle, tu vas voir. Quoi? Vite, regarde dans la loge du balcon. La deuxième à partir de la droite. Cette belle brune à côté d'un vieux monsieur? Oui. Cette femme qui est-ce? Ce n'est pas une femme. C'est un fantôme. Tu deviens fou? C'est la femme que j'ai tuée. Tamara, la comtesse Orlandi. Paul, voyons. Je suis en plein cauchemar. Une ressemblance, rien de plus. J'ai peur. Alors secoue-toi, mon vieux. Le Barcassel rôde dans les coulisses. On dirait qu'il nous épie. On ne peut pas savoir comment ça rend froussard de tuer les gens, tu sais. Oh, mon pauvre. Je t'ai fait attendre, hein? Ah, je tenais plus en place. Tiens, assieds-toi, allez. Assieds-toi, Lucille. Raconte. J'ai pas pris le temps de me démaquiller. J'ai passé mon manteau et je suis descendue dans le hall. Les spectateurs commençaient à sortir. Elle, tu l'as vue? D'assez près même. Et je puis te certifier que c'est une femme de chair et de sang et bien vivante. Elle portait une robe décolletée, n'est-ce pas? Hein? Tu n'as rien remarqué? Enfin, aucun signe? Si, et un grain de beauté sur l'épaule droite. Tu vois bien? Tu as entendu le son de sa voix? Chaude et un peu chantante. Quand le vieux monsieur est revenu près d'elle, elle lui a demandé s'il pleuvait.
Il a répondu que non, alors elle s'est écriée « Gospod est grand, nous allons rentrer à pied ». Gospod est grand? Oui. Ben, c'est bien elle. C'était une de ses expressions favorites. Tu les as suivis? Jusqu'au Grand Hôtel, c'est là qu'ils habitent. Je suis entrée derrière eux et j'ai donné une bonne pièce au portier. Il n'a fait aucune difficulté pour me renseigner. Le vieux monsieur est un lord anglais immensément riche qui s'appelle Pattison. Et elle? Une Française. Son nom est Yvonne Muret. Yvonne Muret? Oui. Yvonne Muret, mais j'y suis, la cousine de Tamara. Quand elle me disait « je dîne avec Yvonne Muret », Eh bien, c'est qu'elle allait retrouver un homme. elles étaient cousines, dis-tu? Et des cousines qui se ressemblent étonnamment. Mais Tamara disait toujours qu'elle me la ferait connaître. Mais ça ne s'est jamais produit. Elles étaient à peu près du même âge, d'après ce qu'elle me disait. Ça, la femme du Grand Hôtel est assurément Yvonne Muret, hein? Mais pourtant, le grain de beauté... Peut-être un signe comme il y en a dans certaines familles. Mais son gospod est grand. Hein? Yvonne Muret est française, elle. Elle a pu retenir l'expression de l'autre. Il faut absolument que j'ai une certitude. Et j'irai demain la guetter au Grand Hôtel. Devant témoin, je l'interpellerai. Comtesse Orlandi, quelle bonne surprise. Enfin, je ne sais pas, quelque chose d'un genre. On verra bien comment elle réagira à ce Fais moment-là. attention. Imagine que cette femme soit bien Yvonne Muret. Demain soir, tu couches en prison. Hein? Voilà l'inévitable Barcassel qui a fait son entrée. J'ai bien envie de m'en aller, moi. Enfin, toi, tu peux rester. C'est ton amoureux, après tout. Idiot. Mais dis donc, il n'est pas seul. Par exemple, Quoi encore? l'homme qui l'accompagne, c'est l'homme aux cheveux noirs qui dînait avec Tamara dans le petit restaurant de Saint-Germain-des-Prés l'avant-veille de sa mort. Eh bien, décidément. Tiens, ils viennent par ici. Pourvu que le Barcassel ne nous repère pas. Ça y est. Ben, nous avons de la chance. Venez, cher ami, que je vous présente à ces deux gloires du théâtre. Venez. Permettez que nous nous mettions à votre table. Je vous en prie, asseyez-vous. Il y a un monde fou dans cette brasserie. Nous n'arrivions pas à nous caser. Tenez, mon cher, prenez cette chaise qui est libre. Chère Lucille, figurez-vous que je n'étais pas tranquille. Ah non? Vous n'êtes pas venu saluer au dernier rideau. Je suis monté à votre loge, personne. Je m'étais permis d'apporter une gerbe de lilas blanc. Je l'ai remise à votre habilleuse. Oh, vraiment, monsieur Barcassel, vous faites des folies. Oh, non mais, où ai-je la tête? Je ne vous ai pas encore présenté cet ami. Je vous présente un vieux camarade à moi, le comte Carlo Orlandi. Oui? Qui est là? C'est moi, Barcassel. Entrez. Vous excuserez le désordre? Oh, non, mais non, je vous en prie. Vous êtes venu pour m'apporter mon imperméable? Perméable, oui, vous l'aurez, soyez tranquille. Non, je viens prendre de vos nouvelles. C'est gentil de votre part. Tenez, je vous en prie, asseyez-vous. Oui, merci. Et cette indisposition? Quelle indisposition? Cette nuit, au moment où je vous présentais mon ami Orlandi, vous avez eu une sorte de malaise? Ah oui, c'est vrai, mais je ne me souvenais plus. Oui. Chaque fois que je prends une boisson froide, c'est embêtant, la femme. Vous savez, ça doit venir du foie, ça. Vous devriez consulter. Ah, vous croyez? Ah oui, ça, il faut pas attendre que votre état s'aggrave. À ce point-là, non, sincèrement, écoutez, je suis touché que vous preniez tant de soucis de ma santé. C'est un homme qui vient à 7 heures du matin pour s'assurer que je me porte bien. C'est plus fort que moi. Vous êtes tellement sympathique. Tenez, mon ami Orlandi est enthousiasmé de vous connaître. Honoré, je suis très honoré. Ouais. Ce qui me surprend un peu, c'est que vous n'ayez pas connu plus tôt mon ami Orlandi. Que je n'ai pas... Et pourquoi? Pourquoi vous auriez pu avoir des occasions de le rencontrer? Ah oui? Oui, enfin, au moins de lire son nom dans les journaux. Les journaux, vous savez, je lis les bandes dessinées, l'horoscope, la météo, le reste... Oui, enfin, l'affaire Orlandi, ça ne vous rappelle rien? L'affaire Orlandi? Ouais. Non, ma foi, non. Eh ben, alors il faut que je vous raconte ça. Orlandi était marié avec une belle femme, russe d'origine, quelque peu mythomane, qui se prétendait comtesse et aimait le luxe. Lui était courtier de cercle et ne pouvait plus suffire à ses coûteux besoins. Ils décidèrent de se séparer, en restant néanmoins bons amis. On verrait plus tard si l'on divorcerait ou si l'on reprendrait la vie commune. Mais enfin, pour le moment, un divorce en règle entraînait des frais bien trop lourds. La pseudo-comtesse, redevenue libre, eut des amants. L'un d'eux, qui avait mauvais caractère, tua la belle.
on suppose qu'il prétendait à l'exclusivité et qu'il n'en avait pas les moyens. Et il aurait mieux fait de se tenir tranquille. Il est bien avancé, hein. Il est en prison, enfin, j'imagine. Et il risque d'être condamné à mort, peut-être. Bah, pas forcément. Il y a des circonstances atténuantes. En tout cas, il n'est pas encore arrêté. Ah, la police n'a pas encore retrouvé... Non, non, pas encore, mais cela ne saurait tarder. Ah bon? Paul Madrague, je vous arrête. Vous êtes l'assassin d'Auteuil. C'est une blague que vous voulez me faire. Vous auriez pu attendre 2 ou 3 heures de plus, quand même. Si vous êtes venu me réveiller pour me dire ça, avouez que c'est abusif, non? Non, écoutez, n'essayez pas de faire le malin, Paul Madrague. Mais pourquoi vous obstinez-vous à me donner ce nom ridicule? Bon, eh bien, moi non plus, je ne m'appelle pas Barcassel. Je suis le commissaire Calamon, de la police judiciaire. Calamon? Je suis porteur d'un mandat d'amener à votre nom. Émanant de la justice française et confirmé par les autorités belges conformément aux lois d'extradition. Allez, vous allez venir avec moi. C'est obligatoire? Bon, écoutez, vous me laisserez bien le temps de faire un brin de toilette, tout de même. Bon, mais rapidement, hein? Et tout de même, je me demande pourquoi vous avez décrété que j'étais l'assassin de cette malheureuse, moi. Mais pour qui prenez-vous donc la police? Je ne sais pas. Hein? Je sais pas. Pendant que je vous filais, mes collaborateurs poursuivaient leur enquête à Paris. Ils sont allés rue de Belleville. Rue de Belleville? Ouais. Connaissez la rue de Belleville? Ben oui, je suis passé quelques fois. Ouais. Oui. Si vous étiez Guy Tourteau, vous la connaîtriez fort bien. Eh bien, je la connais, là! Vous êtes content? Ouais, parce que dans la rue de Belleville se trouve le domicile de Guy Tourteau. Guy Tourteau n'est pas sorti de chez lui depuis 1 mois. Il a la jambe dans le plâtre. Il vous a passé ses pièces d'identité, entre parenthèses. Il a commis un délit dont il aura à répondre. Eh bien, voyez-vous, commissaire, moi qui suis plutôt timoré de nature, je me sens ce matin aussi ferme qu'un roc. En y réfléchissant bien, j'en arrive à penser que je n'ai plus de raison de nier ma véritable identité. La bonne heure. Oui, je suis Paul Madrague, mais assassin, c'est une autre affaire. Vous voulez m'arrêter? Eh bien, arrêtez-moi. Seulement, si vous tenez à faire votre travail jusqu'au bout, eh bien, en même temps que moi, vous arrêterez ma victime. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, ça signifie que quand on croit avoir assassiné quelqu'un et qu'un mois plus tard, vous m'entendez, 1 mois plus tard, on retrouve ce quelqu'un menant la grande vie à Bruxelles. Ouais. Et puis parfaitement, on a l'impression de n'être pas un assassin. On se pose des questions. Eh ben, l'hiverne, votre victime repose au cimetière, Paul Madrague. Paix à ses cendres, à vous de payer. Je vous dis, commissaire, moi, que Tamara Orlandi n'est pas morte. Mais son mari, le pauvre Orlandi, a formellement reconnu le cadavre. Il a même failli en mourir. Il est cardiaque. Eh bien, elle a l'air plutôt louche, votre ami. Est-ce qu'il sait que vous êtes de la police? Bien sûr que non, d'ailleurs, ça ne vous regarde pas. Oui, mais écoutez, ne me faites pas de cachotterie, je vous en supplie. Moi, je suis prêt à vous aider. J'ai autant de raisons que vous, et même davantage de découvrir la vérité. Alors dites-moi, je vous en prie, répondez-moi. Est-ce vraiment un de vos vieux camarades? Dites-moi. Non, il y a 48 heures que je le connais. Le service des étrangers m'avait signalé sa présence à Bruxelles. Je n'ai pas eu grand mal à le retrouver et à vider quelques pots avec lui, histoire de faire connaissance. Oui, c'est toujours la même méthode. Celle-ci n'est pas mauvaise. Nous sommes vite devenus copains. Il m'a raconté ses malheurs et comme je le voyais prêt à tout pour venger son épouse, j'ai pensé qu'il pouvait m'être utile. Oui, mais puisque son épouse est bien vivante, tout est changé. 3 questions se posent. Pourquoi Tamara Orlandi se fait-elle passer pour morte? Pourquoi se cache-t-elle sous le nom d'Yvonne Muret? Pourquoi me laisse-t-elle accuser d'un crime que je n'ai pas commis? Enfin, 3 mystères que votre perspicacité aura vite fait d'éclaircir. Tenez, j'ai mis ma cravate, je suis présentable. Avant d'aller prendre notre train, je vous demande de m'accompagner au Grand Hôtel. Si. Vous verrez. Ça ne sera pas du temps perdu. Ces messieurs désirent une table? Non, merci, non. Simplement 2 mots à dire à une personne. Tenez, la femme là-bas, près du vieux monsieur. Là-bas. C'est elle. Bon, eh ben, laissez. Non, laissez-moi faire. Comtesse Orlandi, je vous présente mes hommages. Toi? Non, je vous en prie, madame, n'essayez pas de fuir. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Police. Police?
Qu'est-ce que j'ai à faire avec la police? Je suis pour défendre madame. Je suis son compagnie. Je ne veux permettre. Mais il faut que madame change de compagnie pour pouvoir faire partie de la nôtre. C'est très indécent, monsieur. Madame est une honorable personne. C'est certainement une erreur. Je m'appelle Yvonne Muret. Inutile, madame, vous venez de vous trahir. Quand monsieur Madrague vous a adressé la parole, votre réaction a été telle qu'aucun doute ne subsiste. Je ne connais pas ce monsieur. Vous entendez? Cela est pure sincérité. Je vous en prie, monsieur, ne compliquez pas ma tâche. Non, je suis laissez, désolé laissez. d'interrompre cet agréable repas. Madame, Je vais avec vous. si j'ai besoin de vous entendre, je vous ferai demander. Je suis Lord Patterson. J'irai voir les ambassadeurs. J'irai voir les ministres si je veux. Le roi des Belges. Tenez, madame, nous allons nous arrêter un moment dans ce petit salon, nous y serons tranquilles. Entrez. Si vous voulez. Vous aussi, Madrague. Monsieur le commissaire, on vous demande au téléphone. Ah bien, bon alors, dites-moi, maître d'hôtel, vous restez en surveillance devant la porte. Personne ne sort. Personne n'entre, que moi. Bien, monsieur le commissaire. Je savais que vous étiez une femme dangereuse. Je ne savais pas que vous étiez une criminelle. Oui, je commence à y voir clair. Parbleu, vous avez assassiné Yvonne Muret pour lui prendre son argent. Oui, vous avez maquillé le cadavre pour faire croire qu'il s'agissait de vous, et vous avez eu l'idée diabolique de laisser croire que j'étais l'assassin. Quel admirable coup. L'ami dans la terre, l'amant en cour d'assises, plus de gêneur. Vous alliez pouvoir vivre à votre guise. Avant 6 mois, vous étiez baronne de Muret ou Lady Patterson. Et votre mari, quel est son rôle là-dedans? Ce fameux comte Orlandi. Votre complice? Oh. Mais maintenant que la police vous tient, il faudra bien que vous parliez. Je ne vous dirai rien. Vous n'êtes ni un policier ni un juge. Alors laissez-moi tranquille. On faisait la causette? Ah, c'est pas très régulier. Oh, maintenant que l'affaire prend cette tournure nouvelle, je n'y vois pas grand inconvénient. Laissons cela. Madame, je viens d'apprendre au téléphone qu'un certain Marco Orlandi a été victime d'un accident de voiture. Quoi? Un accident classique et mortel. Mortel? Et classique. Un coup de frein trop brusque sur une route glissante. Ouais. Je l'avais envoyé chercher pour vous confronter tous les deux. Il faut croire que mon inspecteur a manqué de doigté. L'homme pris de peur a sauté dans sa petite voiture et s'est mis à rouler comme un fou, poursuivi par une voiture de police. Comme il s'engageait sur une route secondaire, il a vu soudain un énorme camion qui lui barrait le passage. Résultat, le coup de frein et une voiture en petits morceaux autour d'un arbre. Parmi la ferraille, on a retrouvé Marco Orlandi, tué sur le coup. Oh non. Mais si cela peut vous consoler un peu, il n'a pas souffert. La mort a été instantanée. Du reste, cela lui permettra d'échapper à la rigueur des lois. C'est épouvantable. Ce mari dont vous étiez séparés, vous y teniez donc encore? Je l'aimais plus que tout. Et c'est lui qui vous a entraîné jusqu'au meurtre? Non. Ben si, racontez-moi donc un peu comment vous y êtes pris tous les deux pour tuer cette pauvre Yvonne Muret. Non, ça ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nous qui l'avons tué. Paul Madrague, alors? Il la connaissait même pas. Non, je vais vous dire comment les choses se sont passées. Bon, je vais essayer de vous croire. Voilà. Yvonne Muret était depuis 2 jours chez moi. Elle était désespérée d'avoir été abandonnée par son amant. J'évitais même de la laisser seule parce que je la savais très capable de faire une bêtise. Alors un après-midi, j'ai été obligée de sortir. Elle semblait plus calme. Quand je suis rentrée, je l'ai trouvée morte. Elle s'était tiré un coup de revolver dans la tempe. Voilà la vérité, je vous le jure, c'est la vérité. Oui. Mais il y a la suite. Vous avez téléphoné à cet excellent Paul Madrague. Vous lui avez proposé une sortie pour le soir. Oui. Dans une boîte de Montmartre. Vous l'avez fait boire. Profitant d'un moment d'inattention, vous avez versé un narcotique dans son verre. Je ne sais plus, moi je ne sais plus. Ne protestez pas. Nous avons la déposition formelle d'une personne qui soupait à la table voisine. Elle a surpris votre geste. Vous avez exaspéré votre partenaire au point de l'amener à proférer des menaces que plusieurs personnes ont entendues. Oh, parlez. C'est ce que je continue à faire. Quand vous avez jugé le partenaire à point, vous l'avez ramené chez vous.
Pendant qu'il cuvait son champagne et sa drogue, vous avez installé la morte dans le lit, à votre place. Mise en scène soignée, vos bijoux, et même le charmant grain de beauté qui décore votre épaule droite, admirablement imité, avec un crayon à maquillage. Tout cela si parfait qu'à son réveil, notre ami s'y est trompé. Pourquoi avez-vous imaginé cette substitution? Pourquoi, hein? Oh, la vie est si compliquée. La vie? Peut-être. Mais les assurances sur la vie, c'est très simple. Voici quelques mois, vous en avez souscrit une dans une compagnie belge. Une assurance mutuelle avec votre mari. Le dernier survivant devait toucher 5 millions. Alors après votre prétendu mort, quand j'ai appris que Marco Orlandi venait à Bruxelles pour empocher le magot, je me suis beaucoup intéressé à ce monsieur. Maintenant, tout devient d'une limpidité cristalline. Votre mari et vous, malgré votre séparation, vous étiez restés associés pour le meilleur et pour le pire. Vous prétendez qu'Yvonne Muret s'est suicidée. Il faudra le prouver. Bon, maintenant notre train part dans 20 minutes. Les voyageurs pour Paris en voiture. Une lettre pour vous, monsieur le juge. Donnez. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est? Monsieur le juge, je viens d'apprendre par les journaux le rebondissement de l'affaire Orlandi. C'est pourquoi j'ai pris la décision de vous écrire. Tamara Orlandi affirme que son amie s'est suicidée. Elle dit vrai, je vous en apporte la preuve. Vous lirez cette lettre que ma pauvre Yvonne m'avait écrite avant de se donner la mort. Monsieur le juge, vous allez me dire pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt m'apporter cette lettre? J'espérais encore, je me disais, elle a voulu me faire peur. Je suis allé me renseigner chez elle. Elle était partie un soir avec un sac de voyage, laissant sa clé à la concierge qui avait mission d'entretenir l'appartement. Comme je ne lisais nulle part qu'on avait retrouvé son corps, j'avais fini par me persuader qu'elle voyageait pour se changer les idées, et que quand elle reviendrait, tout serait oublié. Hélas, ma responsabilité est lourde, monsieur le juge, et mes remords sont grands. Si la loi punit de tels méfaits, disposez de ma personne. Lucille, tu m'attendais. Est-on mis en liberté? Oui, la liberté, tu sais, je croyais pas que c'était si beau. Oh, Paul, j'étais si inquiète. C'est à toi que je dois tout. Si tu n'avais pas été là, j'aurais jamais pu m'en tirer, tu sais. Allons. Faut pas pleurer. Oh, je suis tellement heureuse, Paul. Doucement là, monsieur, dame. Les galeries du palais de justice n'ont pas été prévues pour les embrassades des amoureux. C'est vrai. Excusez-nous. Bon, allez, ça va. Allez vous embrasser ailleurs. Hein. Ah, jeunesse. Tu as entendu ce qu'il a dit? Il nous prenait pour des amoureux. Oh, je sais bien que t'es pas amoureux de moi. Oh non, pas du tout. Mademoiselle Lucille Desormes, j'irai demander votre main à monsieur votre père. À moins que vous ne préfériez épouser le commissaire Calamont. À vous de choisir. Mais je t'aime depuis toujours, imbécile. Mon chéri. Chéri. Vous n'allez pas recommencer. Non, on s'en va. Bon. On s'en va. Oh, mais... Regarde. Oh, le vieux monsieur anglais. Monsieur le appariteur, Monsieur? je suis Lord Patterson. Bien, monsieur. Vous gardez dans cette palais une dame qui est mon compagnie. Oh, ça se peut, monsieur. Vous savez, on voit tant de monde. Mais aucun motif. Not crime, not criminal, seulement money. Je donne mon garantie, je paye ce qu'il faut. Je paye le procédure, je paye l'assurance, je paye le trouble pour le monsieur innocent. Et s'il y a encore autre chose, je paye. Bien, monsieur. Il faudrait que vous voyiez le juge. C'est ça. Je vois le juge d'abord, et après, je veux marier une intrépide aventureuse Yvonne qui s'appelle Tamara. Encore un qui a le goût du suicide.
les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'affaire Orlandi, un film radiophonique de Pierre Rolland d'après le roman de Charles Esquier. Avec Pierre Trabeau, Dominique Page, Henri Wilbert, Nicole Verville, Philippe Dumas, Jean-Pierre Lituac, Jean-Jacques Stine et Raymond Pélissier. Chronique de Germaine Beaumont. Bruitage Henri Saint-Georges. Prise de son Jean Doloron. Collaboration technique Hubert Bailly. Assistante de production Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et 12 autres membres de sa famille? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de 3 procès seront nécessaires pour parvenir à juger celle que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. À travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du crime vous fera éprouver, à votre tour, les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.